Bonjour à tous, bonjour Patrick, c'est un plaisir de te recevoir. Tu as travaillé énormément sur les marchés émergents pendant très nombreuses années, donc ça va être un peu le cœur de cette intervention, parce qu'effectivement, on le voit, on est de la part des investisseurs, y compris même des particuliers, il y a beaucoup de questions aujourd'hui pour investir sur le marché émergent. On ne peut pas éviter le contexte géopolitique, donc bien sûr, inévitablement, ma première question, elle va concerner un peu ce contexte géopolitique. Au regard de ce qui se passe au Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe du côté des pays émergents? Est-ce qu'ils résistent? Est-ce que notamment on voit toujours des investisseurs qui y vont? Ou finalement il y a ce réflexe de valeur refuge qui est négatif pour les valeurs émergentes? Bonjour Christopher, d'abord, merci de me recevoir ravi de parler des pays émergents. Je crois que, je crois que ton dernier point est le premier point fondamental, à savoir effectivement quand on rentre dans une crise géopolitique avec comme canal principal le prix des matières premières, le premier réflexe des investisseurs, c'est effectivement de réduire leurs risques. Et donc ce qu'on a vu, c'est à travers un peu tous les pays émergents, on a eu cette réduction de risque donc, qui s'est opérée. Et après, on pourrait se dire qu'il il devrait y avoir de la discrimination. Ça veut dire que on devrait avoir des pays qui devraient être moins touchés que d'autres, puisque c'est quand même essentiellement un choc qui est un choc de stagflation pour les pays qui importent de l'énergie. Donc ça va concerner surtout l'Asie. Et après, on a des pays pour lesquels ça va être un choc positif de croissance et aussi positif d'inflation. Et donc, on pourrait, si la crise devait durer, on devrait observer quand même une discrimination au sein des pays émergents. Et pour ce qui concerne les impacts, c'est vrai que globalement, globalement, on a un impact négatif de croissance sur les pays qui composent le MSCI, Ouais. d'à peu près 0,6 si on estime un choc du prix du pétrole à 30%. D'accord. 30%, Donc ça on veut n'y est dire, pas encore. on n'y est pas, ça veut dire qu'on maintiendrait un prix du pétrole à 100 Mhm. dollars sur le Brent pendant une longue période Ouais. pour avoir un tel choc négatif. Donc bon, c'est important, mais en même temps, le choc est important aussi. Et pour l'inflation, le choc d'inflation serait de l'ordre de plus 0,2, plus 0,3 Ouais. pour les pays en action. Et pour les pays membres de l'indice de dette locale, l'effet est un peu moindre sur l'inflation et sur l'activité aussi. Donc là aussi, entre obligue et action, Des les réponses pourraient être un peu différentes. Alors, il y a notamment, tu parlais de la zone Asie, notamment la Corée du Sud, donc qui fait partie, en tout cas en termes d'indices, des marchés émergents. On a vu que sur les derniers jours, ça a été extrêmement volatile parce que le marché s'est réveillé un peu en se disant, bon, quels vont être les pays concernés par une fermeture du détroit d'Ormuz, donc des difficultés d'approvisionnement de Ouais. pétrole. Et on voit qu'on a la Corée du Sud et le Japon. Quel est ton regard sur ces deux pays? Alors bon, le Japon étant pas un marché émergent, mais est quand même concerné par cette dynamique. À la fois un regard à court terme, avec l'impact de la guerre en Iran, et plus à long terme, parce qu'on a vu par exemple, notamment sur la Corée du Sud, énormément d'investisseurs revenir sur ce marché boursier. Est-ce qu'il y a des opportunités? Oui, alors je pense que oui. Enfin, encore une fois, je crois qu'il y a ces deux phénomènes qui sont en place. Ça veut dire qu'on a eu ce premier réflexe qui est on a un choc, on ne comprend encore pas très bien les implications, on réduit globalement le risque. Et là où on va commencer à réduire le risque, c'est sur les marchés où on a eu la plus grosse performance. Donc en Corée, on a fait 60 l'année dernière. En début d'année, on était à 50% de hausse. C'est Donc, énorme. donc voilà, donc même quand on le regarde maintenant, on était toujours à 20 et quelques, donc on se dit, waouh, depuis le début de l'année. Mais en même temps, bah voilà, évidemment, c'est là où on a commencé à réduire le risque en premier. Et il est vrai que, après, quand on regarde les fondamentaux, il y a quand même aussi une réalité. C'est que, comme tu le dis, la Corée est beaucoup plus exposée aux importations d'énergie du Moyen-Orient que beaucoup d'autres en Asie. Et que l'impact négatif de croissance est beaucoup plus marqué. Là, on parle de quasi un point de PIB si on veut rester à 30%. Et sur l'inflation, pareil. Donc, le Japon, alors l'impact croissance est important aussi. Donc, quelque part, réduit effectivement les bénéfices plus qu'ailleurs. En revanche, l'impact d'inflation est moindre. Ouais. Et ça, en fait, c'est pas tellement, évidemment, le Japon est beaucoup moins intense en énergie qu'il l'était il y a quelques années. Mais c'est surtout dans la transmission, en fait, d'un choc énergétique au niveau global vers les ménages et les entreprises. Ils ont tendance à beaucoup plus lisser dans le temps, donc la transmission est moindre qu'aux États-Unis, par exemple. Et je pense, pour ton dernier point, oui, ça fait énormément de sens de revenir, puisque, alors après, c'est comme toujours, effectivement, on a un surajustement des marchés. Là, il s'est fait largement à la baisse, et on se dit, une fois qu'on regarde les fondamentaux, oui, ça peut justifier effectivement une correction, et donc rééquilibrer certains marchés par rapport à d'autres, mais pas de l'ampleur qu'on avait vue. Ouais. Alors, retour du risque géopolitique, on sait très bien qu'automatiquement ça veut dire le dollar, notamment le dollar index qui en bénéficie.
Mais malgré tout, il y a un élément, quand on sait que pour investir positivement sur les marchés émergents, pour que ça se porte bien, il faut quand même en général un dollar qui baisse. Est-ce qu'après cette parenthèse géopolitique, tu considères effectivement qu'on aura un dollar qui va baisser, qui va continuer de baisser? Euh, oui, alors absolument, ça fait partie des gros déterminants de performance des marchés émergents. Et je crois elle a lieu à travers deux canaux majeurs. Le premier, c'est qu'il y a toujours une grosse exposition en dette des pays émergents en dollars. Donc évidemment, quand le dollar est fort, les pays les plus endettés sont les plus vulnérables. Et si en plus le dollar est fort parce que les taux montent, c'est évidemment doublement négatif. Évidemment, si c'est l'inverse, et on est exactement dans ce cas inverse, à savoir on a des taux qui globalement sont en baisse, et un dollar qui effectivement baisse. Donc là, on va favoriser plutôt ces pays endettés qui ont généralement des hauts rendements et donc qui sont généralement plus risqués. Donc des gros bêtas effectivement sur les taux et le dollar. Et donc on est dans cet environnement-là. Ça, c'est le premier canal. Le deuxième, c'est que la plupart des matières premières sont évidemment libellées et facturées en dollars. Donc quand le dollar baisse, en réponse, les prix des matières premières vont augmenter. Donc ça tend à favoriser les pays matières premières. Donc globalement, d'avoir un dollar faible dans un contexte de baisse de taux et des matières premières qui montent, on tend à favoriser largement effectivement une exposition matières premières et débiteurs. Et à ta question donc ça c'est l'année passée, Ouais. à ta question de est-ce qu'on pense que ça devrait continuer, alors le premier élément, c'est qu'on est toujours avec un dollar qui est cher. Ouais. Donc on est parti en simple parité de pouvoir d'achat, comme nous on peut le regarder, on était à plus de 20% de surévaluation en janvier 25. Ouais. Aujourd'hui, on est toujours à 14, donc par rapport aux principaux partenaires commerciaux. Donc en valorisation, on est toujours cher. Maintenant, le dollar a été cher pendant longtemps. Et je crois que ce qui tire effectivement le dollar à la baisse d'un point de vue cyclique, c'est une combinaison d'une activité américaine qui a été très très forte pendant longtemps, qui se normalise, avec une inflation qui peine à baisser. Donc en fait, les marchés de change n'aiment pas évidemment quand on a de l'inflation, donc ils vont évidemment impacter le taux de change, ça c'est pour le cycle. Et sur la plus longue période, j'ai envie de dire qu'on a un phénomène en place depuis plusieurs années. J'aime dire que ça part en 2014, avec l'invasion de la Crimée par les Russes, où pour la première fois les Américains ont sanctionné les Russes à travers la détention du dollar et des réserves. Et ça a été un catalyste pour une diversification des principales institutions et banques centrales en dehors du dollar. Parce qu'effectivement, on n'a pas envie de détenir des réserves qu'on ne pourra pas utiliser. Et donc ça, c'est une tendance graduelle. Et avec l'arrivée de Trump, je crois qu'il a accéléré en fait ce processus en se disant ça crée plus d'incertitudes sur effectivement les actifs américains comme étant des valeurs refuges. Et donc je crois que cette combinaison de valorisation de cycle et de défiance de l'actif américain fait qu'on est dans une tendance à baisse. Oui. J'ai une question qui me vient à l'esprit parce que souvent quand on parle de marché émergent et notamment lorsqu'on en parle avec des particuliers ou même éventuellement même des institutionnels, il y a toujours, en règle générale, leur manière de réfléchir, de diviser, d'appréhender les marchés émergents, c'est via des zones géographiques. Grosso modo, j'ai l'Amérique latine, j'ai l'Asie, etc. Je crois que tu as une approche qui est un tout petit peu différente pour appréhender en fait ces pays et je pense qu'elle est assez intéressante. Est-ce que tu peux nous la faire partager? Ah oui, avec plaisir. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivé, j'avais passé plutôt économique sur les pays émergents, j'arrivais dans le monde de la finance. C'est vrai qu'on regarde traditionnellement les économies émergentes par région. Et en fait, assez rapidement, je me retrouvais dans une situation où on me demandait qu'est-ce que tu penses de l'Asie. Donc je donnais une vue sur l'Asie, mais au sein de l'Asie, je disais oui, mais il y a ces pays-là qui vont faire plutôt ça et ces pays-là qui vont faire plutôt ça. Et donc plutôt que d'éviter ce genre de discussion, je me suis dit que le plus intéressant, c'est de grouper en fait, les pays émergents constituant les différents indices par les facteurs macro auxquels ils sont exposés. Et donc, on tend effectivement, avec cette division, on tend à distinguer les pays qui sont créditeurs et débiteurs. Parce que là, c'est vraiment un comportement qui va être totalement différent dans un cadre de dollar fort et de taux élevés. On tend aussi à distinguer les pays très ouverts des pays fermés. C'est en fonction du cycle. Si le cycle est tiré par une croissance du commerce mondial très forte, on va favoriser évidemment les ouverts versus les fermés. Et la troisième séparation, c'est les pays exportateurs de matières premières versus les manufacturiers. Parce que là aussi,
Le facteur commun, c'est le prix des matières premières d'une part. Je crois que c'est surtout celui qui est très important dans le cycle. Oui. Mais il y a un facteur qui est plus long terme pour distinguer ces deux groupes de pays, qui est que les pays exportateurs de matières premières tendent à être très concentrés et ont donc des réponses à des chocs sur leur secteur auxquels ils sont affectés, exposés, qui sont très très forts. Donc on va avoir une volatilité économique macro et inflation, ou croissance et inflation, qui va être très forte. Et les marchés actions, ils n'aiment pas l'incertitude. Donc ils ont tendance à pricer évidemment ces marchés-là avec une prime de risque plus importante. Et donc on se retrouve dans des situations où généralement les marchés de matières premières tendent à avoir des cours prix-bénéfice qui vont être beaucoup plus bas que des manufacturiers qui, eux, sont beaucoup plus diversifiés. Ouais. Et dans ce spectre-là, où est-ce que tu places la Chine? Je crois que c'est un cas qui est à part, tu l'appréhendes de manière complètement à part, non? Absolument. Oui, ça c'est. Alors il a évidemment, parce qu'il a un peu de tout. Oui. Donc il est évidemment créditeur, il est évidemment très manufacturier, mais il a aussi des matières premières. Et c'est une économie qui en plus impacte le reste des émergents. Ouais. Parce que comme elle est très intégrée dans la chaîne de production, puisqu'elle est devenue tellement grosse qu'effectivement on la traite à part parce qu'on se considère que c'est finalement un bloc en soi. Et pour terminer, parce que je crois que sur la Chine, ce qui la rend différente aussi, c'est le fait qu'elle ait toujours un compte en capital qui soit fermé. Oui. Fait qu'elle ne répond pas évidemment aux mêmes facteurs macro que les autres économies. Ce qui est justement l'empêche justement pour l'internationalisation du yuan, ça va être un frein. Parce que très souvent, on parle de dédollarisation, mais la réalité, il faut qu'il y ait une devise qui soit en face. Et aujourd'hui, on n'en a pas réellement. Il y a une zone que j'aime bien sur les pays enfin, qui est classée comme émergente, c'est l'Europe centrale et orientale. Ah bon, notamment, pourquoi? On se demande pourquoi. Notamment la Pologne. Ouais. Alors, j'ai vu justement le FMI, ça m'a frappé parce que j'étais en Espagne récemment et j'ai vu une étude du FMI qui montrait que pour la première fois, le PIB par habitant polonais est supérieur au PIB par habitant espagnol. Il y a vraiment un rattrapage qui est incroyable de l'Europe. Alors, c'est aussi une zone qui est très diverse, hein, bien sûr, entre pays, mais malgré tout, c'est quand même une zone qui est assez négligée par les investisseurs. Mais qui a des niveaux de croissance qui sont très soutenus, des devises qui sont plutôt stables, le zloty est relativement stable par rapport à l'euro. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement et comment on explique ce succès, en tout cas polonais et d'autres pays de l'Europe centrale et orientale? Oui, alors je crois que c'est en grosse partie, c'est la manière dont je vois les pays de l'Est, c'est un peu la manière dont je peux voir les manufacturiers d'Asie. Donc, qui sont en fait les ateliers de grosses économies à côté qui, elles, sont beaucoup plus développées, plus avancées. Et le gros avantage en termes de flux, c'est que si vous êtes une de ces économies en pleine expansion, généralement, vous avez des salaires qui sont bas. Donc, typiquement, la moyenne de ces pays-là ont des salaires en 30 et 45% plus bas que les Allemands. Donc, dans le manufacturier. Donc, et l'Allemagne, c'est un de ces pays qui est créditeur, etc., qui a des connaissances et qui a de l'argent. Donc, quand vous êtes une population qui est vieillissante, donc elle a tout intérêt, évidemment, à outsourcer sa production. Donc, c'est ce qu'on a vu. Et ça, je crois que c'est en partie le succès similaire au succès asiatique, où ces trois pays, Pologne, Hongrie et République tchèque, en particulier la Pologne, ont des très très grosses expositions. On parle donc c'est la République tchèque, mais c'est la plus petite aussi, qui a la plus grosse exposition aux facteurs manufacturiers allemands. Mais la Pologne, on est entre 8 et 10% de PIB pour les exportations polonaises vers l'Allemagne. Donc ça dépend évidemment très fortement. En termes d'investissement direct, on est aussi dans les 6-7% de PIB. Je crois qu'un des accélérateurs, parce qu'en fait ces trois pays étaient vraiment pareillement à l'Europe d'ailleurs, étaient en gros en récession en 2022-2023. On a commencé à décoller un petit peu. La Pologne, il y a plus de 3,5% de croissance, donc c'est vraiment le super élève de la région. Et le rebond, comme on le disait, est lié à l'ensemble des émergents qui vont beaucoup mieux. Donc c'est un de ces pays débiteurs manufacturiers. Donc voilà, donc il profite de cet aspect-là, de l'exposition à l'Allemagne, mais d'être part dans l'UE également a été un gros élément. Ça veut dire qu'il bénéficie beaucoup du programme de Next Gen.
Complètement. Ouais. Parce que là, pour bon, la République tchèque a 2 fois moins que les autres, mais la Hongrie et la Pologne, on est entre 8 et 10% de PIB. Ouais, c'est énorme. Et c'est un déploiement qui a commencé en 2021 et qui se continue aujourd'hui. Donc, évidemment, ils profitent de tout ça. Donc, je crois que la Pologne est vraiment dans l'ensemble des 3 pays, mais en particulier la Pologne, est vraiment dans ces cercles vertueux où vous avez à la fois des composantes cycliques et des composantes structurelles qui tirent toute cette économie donc qui haussent effectivement la production potentielle. Et donc, c'est des thèmes qui sont super porteurs pour les émergents. Et le dernier point que je mentionnerai, c'est que ça peut être des thèmes structurellement longs, parce qu'en fait, évidemment, il va y avoir une convergence. Ça veut dire que là, on est en termes de salaire, toute l'idée évidemment du commerce international, donc les salaires devraient converger vers les niveaux allemands. Et donc, c'est non seulement le secteur manufacturier ou l'exportation qui peut être tiré, mais après, c'est tous les ménages qui vont bénéficier d'un revenu supplémentaire, qui vont eux-mêmes dépenser dans d'autres secteurs, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui est très, 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 très intéressant. J'ai une autre dernière question qui ne concerne pas uniquement les émergents, mais effectivement, l'Europe centrale et orientale va bénéficier du plan de relance allemand. Nos auditeurs ou téléspectateurs sont plutôt français. En France, systématiquement, on entend que lorsqu'il y a un plan de relance en Allemagne, on va avoir un effet de ruissellement sur l'économie française. Donc, grosso modo, la France, qui est très lourdement endettée, n'a pas besoin de faire de plan de relance. Les Allemands vont le faire et on en bénéficiera. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas un peu simpliste comme idée? Non, je crois que c'est... Enfin, je vis en Suisse, Oui. qui est un pays qui est très ouvert, qui a très peu de dettes. Et une des raisons économiques pour lesquelles il y a très peu de dettes aussi, c'est que d'un point de vue du gouvernement, ils se sont toujours dit que s'ils font des plans de relance, comme on est très très ouvert, ça bénéficiera surtout à nos voisins et pas forcément beaucoup à nous. C'est ça. Et l'Allemagne est un peu dans ce cas de figure. C'est-à-dire que l'Allemagne reste très très ouverte. Donc, ce qui s'applique effectivement à la Suisse s'applique évidemment à l'Allemagne, en se disant, bon, c'est évident que et c'est pour ça qu'on est très positif sur l'Europe de l'Est. Alors, les échanges français-allemands sont évidemment moindres qu'Allemagne, pays de l'Est. Et sauf que la France, évidemment, elle est beaucoup plus développée, donc elle a une économie domestique beaucoup plus grande. Donc, de compter uniquement sur une relance allemande, c'est peut-être un peu compliqué. Merci beaucoup, Patrick, pour ces différents éléments. C'est toujours un plaisir. On peut te suivre d'ailleurs sur LinkedIn. Tu publies régulièrement beaucoup d'analyses. Donc, on verra ton lien LinkedIn pour te suivre éventuellement. Et encore merci pour cet épisode sur les marchés émergents et les pays émergents. On se retrouve dans un mois pour une autre thématique pour découvrir le monde.